lieu de discussion, scène, théâtre, arène, table. On pourrait presque vous mettre d'accord en convoquant la notion plus générique, mais qu'on peut ensuite décliner selon les contextes, de dispositif. C'est un clin d'œil à François Hacher qui mettait en avant cette notion. Merci, avant de laisser à Marie-Flore le soin de faire un commentaire, de poser une question, puis de venir vers la salle. Merci à vous d'être venu, parce que ça donne tout son sel aussi à ces tables rondes dont la vocation est de mêler des regards de chercheurs avec ceux d'acteurs institutionnels. Et ce que personnellement j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous êtes un acteur institutionnel qui vous posait beaucoup de questions, qui avançait de manière très itérative, comme on dit, avec réflexivité, et ça rend le propos d'autant plus intéressant. Marie-Flore, alors, très bien. Oui, bonjour, Frédéric Hernandez, maître de conférence à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional de l'Université d'Aix-Marseille. Ma question s'adresse à Monsieur Sébastien Champ. Vous venez de dire qu'à un moment donné, donc vous avez dit, on avait une addition de projets qui, mis ensemble, problématisés, nous amène à bâtir une démarche de labellisation. Et je voulais savoir quel était le déclencheur de cette mise en problématisation. Est-ce que c'était, comme vous avez cité le cas des PLU, l'élaboration de procédures qui amènent à se poser une problématique, ou est-ce d'autres cadres? Merci. Ce n'est pas l'objet de ta question, en interrogation, Marie-Flore, hein, parce que je sais que tu en avais une pour monsieur Sébastien Champ. Voilà. Merci. Je dirais la réponse est un peu variable selon les situations. On a des scènes établies qu'on mobilise quand on lance une révision générale de PLUH sur 58 communes. On sait qu'on part pour 5 ou 6 ans de scènes de discussion sur les notions de densité, d'intensité urbaine, de lieu du développement, de place de la trame verte dans ce développement, etc. Donc on mobilise la scène pour une durée déterminée, puis ensuite on fait vivre l'outil pour une dizaine d'années. C'est pareil quand on lancera la révision du SCOT qui date de 2010. Donc là, on a des outils récurrents qu'on peut mobiliser. Mais effectivement, ce que j'observais, c'est qu'il y a une logique un petit peu plus par surprise, je dirais, qui nous amène plutôt issue des partenaires type État ou Union européenne notamment, qui nous oblige à être en permanence prêts à réénoncer notre stratégie métropolitaine par rapport à une question posée. Sur Écocité, c'était plutôt une approche territoire et plan climat, mais on aurait pu la traduire différemment. Sur H2020, là, le dernier appel à projet de l'Union européenne, c'est plutôt la question de l'innovation dans les projets urbains. Et chaque fois, on mobilise notre matériau qui est notre socle de développement. Et c'est vrai qu'on travaille à une réénonciation qu'il faut savoir réétalonner par rapport à la question posée. Ça n'empêche pas que, comme je le disais, il faut quand même parfois, par moment, asseoir un peu tout ça pour refaire le point sur quelles politiques sont menées. Ça veut dire quoi quand on parle de ville intelligente? On fait le point sur nos démarches en cours, nos démonstrateurs. Est-ce qu'ils sont réplicables? Et à ce moment-là, on décide ou pas de considérer que c'est un fil rouge qui désormais peut être mobilisé en tant que de besoin. Vous vouliez intervenir après l'intervention de Gilles et de Natacha. Est-ce toujours le cas, monsieur? Voilà. Thomas, je suis sociologue et j'ai une question quant au jeu d'acteurs. J'ai bien apprécié l'introduction qui fait référence aux enjeux et aux acteurs, aussi avec leur stratégie. Il me semble que les stratégies ne sont pas toujours vouées à arriver à un équilibre que j'ai entendu plus tard. Après, on parlait aussi de leadership. Celui qui me manque ici comme acteur, c'est l'élu local. Parce que les jeux de pouvoir sont soigneusement écartés du discours ce matin. Et ça me surprend. Pardon, cet après-midi. Ça me surprend parce que nous sommes dans une démocratie mandataire et donc le pouvoir politique est au centre dessus. Si vous voyez bien ce qui se passe avec un changement de majorité politique, parlons de Strasbourg, avec un changement politique il y a quelques années, ça a largement basculé ce qu'on fait
à la communauté urbaine. Donc il y a un impact très direct des élus. Donc comment est-ce qu'on peut intégrer cette force innovatrice et créatrice et aussi destructive au cas où dans vos modèles pour devenir plus pertinent? Une question à laquelle Christine pourra également répondre, hein, parce que le contexte lillois quand même. Voilà. Pour répondre à cette question, je vais raconter une anecdote qu'on m'a racontée sur le premier plan stratégique de Turin. Le premier plan stratégique de Turin avait été piloté par deux personnes, le maire de Turin qui s'appelait Castelnovi et un carrossier italien assez connu qui s'appelle Pininfarina. Quand il y a eu les élections municipales, la droite a attaqué le plan stratégique de Turin en disant c'est une affaire de gauche, c'est une affaire des communistes. Et Pininfarina et un certain nombre de gens de la chambre de commerce locale sont allés voir les candidats de droite en disant ce n'est pas le plan de la ville de Turin, ce n'est pas le plan de la commune de Turin, c'est le plan de la ville de Turin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble qu'un exercice stratégique ou de planification stratégique, bien entendu qu'il est sous le contrôle des hommes politiques et bien entendu qu'il ne s'agit pas de remplacer la démocratie représentative par autre chose. Mais la démocratie représentative a aussi ses règles, les équilibres politiques, les équilibres entre les forces, les arbitrages. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui va avec le projet. Donc je pense que c'est deux processus qui sont deux processus parallèles, qui se rencontrent de temps en temps, qui se contredisent, qui parfois aboutissent à l'abandon d'un plan stratégique à un moment donné. Mais bien entendu, ce sera toujours l'élu qui aura le dernier mot, parce qu'il est l'émanation du suffrage universel. Il a un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions qui sont liées à son rôle. Mais en même temps, on sait aussi que les politiques comptent et qu'elles ne comptent pas. Je ne sais pas, ce matin, on prenait un exemple, le développement technopolitain à Grenoble. Aujourd'hui, bien entendu, les élus financent un maximum de choses en matière scientifique. Je veux dire, quelles sont les entreprises industrielles aujourd'hui qui ont le foncier qui est payé, les bâtiments qui sont payés, le matériel qui est payé, etc. Est-ce que pour autant, les élus ont un contrôle total, une maîtrise totale des processus de développement scientifique et par conséquent économique qui se passent? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est une interrelation dialectique un peu complexe qui se passe entre ces deux groupes d'acteurs et qu'il n'y en a pas un qui l'emporte sur l'autre. Ce qui résulte du processus, c'est une interaction, un arbitrage à un moment donné, un équilibre ou un déséquilibre qui se crée. Mais en tout cas, il n'y en a pas un qui gagne sur l'autre. C'est pour ça que je trouve que le terme d'arène, où on tue le taureau, ce n'est pas tout à fait le bon terme. Christine, même diagnostic pour le Nord? Alors, j'ai envie de renverser la question que vous me posiez tout à l'heure sur stratégie, projet. En fait, ce ne sont pas les projets qui se créent et ensuite on essaie de construire a posteriori une stratégie qui justifierait par un récit la cohérence de tout ça. J'ai l'impression, alors là je dis j'ai l'impression parce que c'est mon collègue Didier Paris qui s'occupe plutôt de tout ce qui est gouvernance territoriale, projet, stratégie. Donc je vais me lancer quand même. En fait, je vous ai mis sur l'une des premières diapositives justement la construction de la stratégie métropolitaine à partir de ce qu'on Didier Paris justement et François Stevens ont appelé la bifurcation métropolitaine, c'est-à-dire la stratégie d'ouvrir l'île, non pas en cul-de-sac par rapport à Paris, ville un peu abandonnée par rapport aux stratégies d'État, mais de prendre en main sa stratégie de développement en faisant venir le TGV à l'intérieur de la ville et non pas en périphérie initialement, comme c'était initialement prévu. Donc d'agir sur le développement de l'avenir de la métropole en s'ouvrant à l'Europe, Angleterre, Belgique et autres. Donc le récit a préexisté au développement des projets concrets sur le territoire. On a défini des pôles d'excellence, mais d'excellence, de quoi ensuite? Je n'ai pas eu le temps de développer, mais par exemple sur le projet de l'Union, au départ ça devait être le village olympique des Jeux olympiques de 2004. On n'a pas eu les Jeux olympiques de 2004, on a construit autre chose autour de la culture. Et on pourrait dire qu'on amorce une sorte de bifurcation culturelle et créative à partir de l'île 2004, qui est le nouveau récit qui a remplacé la turbine tertiaire de Pierre Mauroy. Donc il y a un récit, et ensuite il y a des projets urbains, il faut reconvertir, qu'est-ce qu'on va y mettre? Et l'économique n'est qu'un des éléments
qui vient s'inscrire, donc on construit pas à pas alors dans les scènes justement qui sont LMCU, qui sont le comité de développement, mais une qui existait avant le conseil de développement, pardon, c'est le comité Grand Lille. C'est quoi le comité Grand Lille? C'est pas une association, c'est pas un club, il n'y a pas de statut. Ce sont des entrepreneurs, des hommes et femmes politiques, le monde politique, et quelques chercheurs qui se rencontrent de manière informelle, une fois tous les 2, 3, 4 mois, pour discuter de l'avenir métropolitain, pour justement faire cet espace de débat qui ont lancé des débats comme la métropole, comme l'identité, comme l'attractivité. Tout ça, c'est construit au sein de cet espace, puis ensuite ça a été récupéré, intégré en quelque sorte aux instances officielles, aux organisations structurées. Donc, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur le middle ground, underground, etc., bon, tout à l'heure c'était pour les entreprises, on peut dire en quelque sorte que le comité Grand Lille était une sorte de middle ground qui mettait en contact la société civile avec les politiques. Hein. Et ensuite, une étape aussi qui est importante, c'est qu'il faut faire vivre ces projets. Il ne suffit pas de construire des bâtiments qui deviennent des coquilles vides. On y met qui? Alors bien sûr, on peut attirer par toutes sortes de processus ou d'avantages des entreprises, mais là, on voit émerger des communautés. C'est-à-dire qu'on n'en est plus au stade de « je construis des bâtiments, je rassemble en quitte à délocaliser », parce que ça peut être parfois le cas des entreprises qui étaient ailleurs dans la métropole. Donc du coup, ça devient une sorte de matérialisation en un lieu de ces stratégies économiques qui ont été définies à l'échelle métropolitaine et régionale et en fonction des appels nationaux ou internationaux. Et donc, ça, par exemple, Euratechnologie, il y a un certain nombre d'actions qui existaient déjà bien avant de structurer ces milieux, mais qui se cristallisent à Euratechnologie, comme à la pleine image pour l'image, etc., etc. Donc, ces communautés, c'est important. Mais c'est intéressant de voir comment vous convergez, vous vous retrouvez autour de notions qui circulent d'une table ronde à l'autre. Je pense bien sûr à la notion de communauté. Il y a des questions dans la salle? Il y a des questions? Ah, alors sinon, Marie-Flore, alors Christophe. J'ai cru qu'on me signalait une question dans la salle 2. Est-ce qu'il y a un micro qu'on pourrait lui... Voilà. Merci. Donc Christophe de Mazières de Tours. En fait, si on fait une lecture transversale de vos trois exposés sur trois métropoles, trois exposés qui sont très riches, on pourrait dire que bon, il y a du projet urbain, mais on voit bien qu'il se réinvente. Hein. Il y a surtout du pouvoir d'agglomération. Moi, j'étais quand même frappé par communauté urbaine, communauté d'agglomération, et c'est ça finalement qui fait la multiplicité des projets. Et puis, on a enterré cet après-midi, s'il en était besoin, la planification spatiale à la française. Et on voit bien que le SCOT est complètement creux. Alors, c'est peut-être décevant quand on regarde depuis Turin, mais moi, c'est quand même ce que je constate. Et du coup, ça pose un problème qui est celui de la société civile. À quel moment? Parce que par rapport à la communauté urbaine, c'est compliqué de s'impliquer. Par rapport au projet urbain, c'est compliqué aussi. Bon, la planif était normalement l'occasion, y compris dans le cas lillois, de faire casser un schéma directeur. Donc là, c'est un exercice de synthèse, merci, qui appelle bien évidemment une réaction de Sébastien Chambre. Je vous demanderai auparavant d'entendre la question de Marie-Flore qui vous est destinée. C'est une question qui peut paraître anecdotique, mais qui, je pense, ne l'est pas tant que ça. Vous avez dit que une des choses qui avait changé dans le panorama actuel, c'était la réactivité. Et vous avez pris comme exemple la réponse à un certain nombre d'appels à projets, notamment écoquartier, écocité. Moi, je voulais savoir ce que ça apportait à la métropole que de répondre à ce type d'appel à projets. Est-ce en termes d'affichage? Est-ce une façon d'asseoir sa légitimité dans les différents acteurs? Ou est-ce que, pour reprendre, je ne sais plus qui l'a dit, pardon, pour construire un récit? Peut-être un peu les trois à la fois. Ça apporte beaucoup de choses, mais ça...
ça oblige à énoncer des enjeux par rapport à un angle de problématique qui n'est pas forcément celui avec lequel on avait abordé nos propres projets. Donc ça déplace un point de vue dans certains cas. Deuxième intérêt, ça oblige à se comparer, en tout cas ça amène à se comparer et à voir comment d'autres territoires à la même question répondent. Et c'est une vertu de mise en perspective et de relativité, je dirais. Et puis ça apporte de l'argent. On va le dire aussi un petit peu franchement. Pas tant que ça, mais en tout cas, s'il n'y en avait pas, je pense que ça pourrait aussi peut-être un peu épuiser en partie le sujet, mais ça, je laisse d'autres aussi jugent. Voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit un récit et on approche les projets urbains, les politiques publiques d'une certaine manière par rapport à un contexte local, et on se retrouve à devoir en rendre compte par rapport à un autre point de vue ou une autre question, et ça, c'est assez intéressant. Le simple fait, par exemple, de devoir délimiter la réponse à l'appel à projet éco-cité, de devoir donner un périmètre sur quelque chose qu'on n'avait pas conçu au départ comme le projet éco-cité, nous a interrogé sur mais qu'est-ce qui fait sens à mettre ensemble Vallée de la Chimie, Gerland et Confluence par exemple. Et puis sur l'autre remarque, est-ce que les Scots sont définitivement enterrés? Je pense que ça reste une scène comme d'autres et qu'elle est effectivement moins active qu'elle ne l'a été parce que les Scots sont là, ils sont censés non plus être élaborés mais mis en œuvre. Je ne crois pas qu'en France on enterrera définitivement ce type d'exercice, mais voilà, après je peux aussi laisser les universitaires réagir là-dessus. Alors Natacha, justement, Gilles, en quelques mots, je dois ménager notre public, hein, il fait chaud. Nous allons marquer une pause pour mieux, de toute façon, repartir avec vous et puis deux autres intervenants. Mais Natacha, puis Gilles. Juste pour rappeler qu'un des côtés extrêmement intéressants à Lyon, c'est qu'il y a à la fois des opérations exemplaires qui vont répondre à des appels d'offres, et puis il y a quand même quelque chose qu'on avait repéré quand on a étudié finalement cette stratégie métropolitaine lyonnaise pour la regarder au regard de la stratégie métropolitaine grenobloise en construction, c'est qu'il y a tout un travail de petits projets et entre autres tout un travail d'aménagement des espaces publics qui va porter sur l'ensemble du Grand Lyon, depuis les espaces emblématiques lyonnais, mais qui va aller jusqu'au cœur de village, qui va aller dans les zones d'activité, qui va se décliner de façon, alors soit de façon extrêmement simple, puis de façon beaucoup plus complexe et aujourd'hui contemporaine, avec les rives de Saône et l'aménagement à la fois d'espace public et la mise en place d'art contemporain dans l'espace public. Donc il y a ça aussi qui fait, à mon avis, cette caractéristique quand même lyonnaise. Gilles ? Non, je voulais simplement, par rapport à ce qu'a dit Christophe, je n'ai pas dit tout à fait ce que tu as dit. Hein. J'ai dit qu'une stratégie, c'était un processus qui passait par l'articulation d'outils qui peuvent être très novateurs et très traditionnels. Donc moi, je pense que le SCOT et le PLU restent des scènes où il peut se passer un certain nombre de choses. Ce qui, pour moi, est définitivement terminé, c'est l'idée d'une planification territoriale, SCOT ou PLU, qui est complètement coupé des projets qui peuvent exister à un moment donné. Un schéma directeur à Grenoble, par exemple, ignorait qu'il y avait une opération qui s'appelait Europol. Elle était citée une fois. Le centre-ville d'Échirolles, qui était quelque chose qui mobilisait des moyens importants à un moment donné, n'était même pas cité. Donc ce type de planification, ce n'est pas le cas du SCOT actuel, mais d'anciens exercices coupés de la réalité des projets qui sont en train de se faire, ça c'est fini. Mais je pense qu'on a besoin des outils les plus traditionnels, les plus robustes, y compris dans leur dimension réglementaire. Et Turin en est un bon exemple. Le plan régulateur général de Turin, c'est un PLU de la pire espèce, avec le règlement le plus complexe qui existe, avec un zonage, avec toutes ces choses-là. Donc, on substitue le plan par le projet. On combine différentes choses pour mener
une stratégie ou pour conduire un processus. Ne soyez pas frustrés, on pourra reprendre cette réflexion en l'enrichissant d'autres témoignages que je présenterai tout à l'heure. Le moment est venu de la pause pour une petite demi-heure, c'est bien ça Jean-Baptiste. Donc nous retrouvons à 17h moins le quart ici même.